Gérard Vespierre, vous qui êtes géopolitologue, c'est donc une coalition assez hétéroclite qui a renversé Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement? Est-ce qu'on peut penser à une relative unité derrière pour diriger le pays? Beaucoup pensent à une partition à venir de la Syrie. Vous abordez une question très très importante, c'est-à-dire une évolution radicale par rapport à 2011-2012. 2011-2012, on a vu un éclatement de l'opposition à Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad en a profité pour augmenter cet éclatement. Et je pense que HTS ou HTC, Hayat Tahrir al-Sham, a tiré les leçons de cette erreur stratégique. HTS, pour vulgariser, c'est le groupe islamiste révolutionnaire, une ancienne branche d'Al-Qaïda qui est donc dirigée par le nouvel homme fort dont on vient de parler, Al-Joulani. La traduction, c'est le mouvement de libération du Levant, donc l'ensemble de la région Syrie-Liban. Donc, je pense que HTS, HTC a tiré les conclusions de ça, à la fois sur le plan idéologique, religieux, sur le plan militaire, réunir les forces, et sur le plan politique. Il ne s'agit pas d'arriver avec un mouvement djihadiste, c'est-à-dire internationaliste. Non, non, pas du tout. Le mouvement est beaucoup plus orienté nationaliste. C'est pour ça qu'il s'est extrait d'Al-Qaïda. Et en plus, un des commandants proches d'Al-Joulani, le chef de l'HTC, a été tué par l'État islamique, voyez-vous. Donc HTC, HTS a été amené à être au centre et à réunir autour de lui des mouvements. Et c'est cette union qui a permis cette évolution très rapide. Alors, ce qui va dans votre sens, c'est cette image qu'on va vous montrer de l'arrestation du Premier ministre. Arrestation, on le voit, en bonne et due forme par les hommes donc d'HTS, sans violence. Le Premier ministre qui a évidemment dit dans un communiqué précédent qu'il était prêt à laisser la place à toute coalition. Une déclaration officielle. Une déclaration officielle. Et il semble que HTS et son leader veuillent que ça se passe dans une certaine forme. Absolument. Et vous avez vu des déclarations donc idéologiques, politiques de la part de HTC dès la fin du mois de novembre en disant « Chacun est assuré avec nous de sa liberté religieuse ». Voyez-vous, donc on est à l'opposé de ce qui s'est passé il y a 10-12 ans. Donc c'est un mouvement unitaire, si je puis dire, ou en tout cas allant vers une unité, va faciliter le transfert. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans les semaines, dans les mois à venir? Donc, point d'interrogation. Mais en tout cas, il y a une volonté politique, je vais oser dire, radicalement nouvelle par rapport à il y a 10 ans. Il est 13h, justement. C'est une décision qui aurait pu effectivement changer la donne. 30 août 2013, Barack Obama avait effacé sa ligne rouge sur la Syrie. Il avait en fait, donc, vous le disiez, choisi de ne pas ordonner les frappes préparées contre le régime syrien à la suite des attaques à l'arme chimique dans la banlieue de Damas. Ça a été un point très important, Gérard Vespierre. Vraiment, cette date du 30 août 2013 et ce choix de Barack Obama, ça a joué. Absolument. Voulez-vous que nous décryptions ensemble ce choix? Exactement. Que se passe-t-il en 2013, en juin 2013, deux mois avant? Eh bien, l'arrivée de Rouhani à Téhéran, nouveau président de la République. Et que dit Rouhani? Rouhani dit, après réflexion et examen du dossier nucléaire, nous avons décidé d'ouvrir des négociations sur ce sujet avec les États-Unis. Et si vous regardez bien le dossier nucléaire iranien-américain, il est ouvert depuis 2002. Depuis 2002, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France essayent d'aboutir à des négociations nucléaires avec l'Iran depuis 10 ans. Je passe sur les opérations qui ont eu lieu à ce sujet-là. Donc, tout d'un coup, la possibilité d'avoir un contrôle sur le programme nucléaire iranien s'ouvre. Et si Barack Obama décide de frapper la Syrie, il frappe le premier allié de proximité de l'Iran. Donc ça risque de mettre au calendrier grec ou peut-être d'annuler les négociations nucléaires. Donc le choix, il est là. 12 ans de travail et 2 mois d'ouverture. L'ouverture à remporter, à savoir il faut absolument
que nous puissions clore le dossier nucléaire avec l'Iran. Donc voilà la véritable raison en profondeur de ce choix de Barack Obama. Ce choix Grande question désormais, messieurs. Où peut se trouver Bachar el-Assad? Chez les parrains, il y a 2 parrains essentiels qui sont la Russie ou l'Iran, ou, deuxième alternative, un pays relativement neutre. Bon. Donc voilà les choix qui s'offrent à lui, mais je crois que dans les jours et dans les semaines qui viennent, Bachar el-Assad va être complètement oublié, et je crois qu'il a intérêt à se faire oublier, parce que, étant donné la dette de sang qu'il porte sur ses épaules, il pourrait y avoir effectivement quelques soucis judiciaires à son encontre. Robespierre, tout ce qui se passe aujourd'hui est aussi la conséquence, bien évidemment, de ce qui se passe en Europe, en Ukraine, et la conséquence du 7 octobre. Le 7 octobre, avant tout. Et j'ai eu le plaisir, juste il y a un mois, voyez-vous, le 8 novembre, de faire une conférence à l'Institut catholique de Paris, devant les étudiants, retournement stratégique au Moyen-Orient. C'est ce à quoi nous assistons, à savoir l'effondrement des proxys de l'Iran, le Hamas... Les alliés, quoi, les proches. Alors, voilà, il y a deux différences. Il y a une différence là. Entre les mouvements, effectivement, genre Hamas, proxy de circonstance, le Hezbollah, proxy structurel, les Houthis, proxy structurel. Maintenant, on passe aux alliés. Voyez-vous, il y a la Syrie. Et puis, dans l'ombre, il y a un autre allié qui est encore plus proche, c'est l'Irak. Et qu'est-ce qu'a dit un grand opposant au système iranien en Irak, Moqtada al-Sadr, il n'y a pas plus tard que 48 heures, il faudrait punir toute intervention irakienne en Syrie. Donc, voyez-vous, il y a aussi de fortes vibrations anti-iraniennes en Irak. Donc, on est à la veille, après avoir supprimé, je dirais, coupé la queue du serpent. Maintenant, c'est le corps du serpent iranien qui est en train d'être tronçonné. Et bientôt, il ne restera plus que la tête. Gérard Robespierre, quand vous voyez ces images de joie dans différents pays, on l'a vu en Turquie, on le voit ici en Allemagne, à Berlin, vos commentaires, votre analyse? Écoutez, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est une grande page qui se tourne. Donc, une page pour la Syrie et une page pour la région. N'oublions pas qu'effectivement, on l'a déjà évoqué, la Syrie était l'allié, je dirais, idéologique, religieux de l'Iran. Il faut savoir que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, donc patron de la Syrie, pendant 30 ans, la Syrie a été le seul État arabe à soutenir l'Iran pendant les 8 ans de guerre entre l'Irak et l'Iran, voyez-vous. Donc il y avait cette filiation, cette ligne rouge alaouite chiite entre les deux pays. Et cette ligne-là vient de sauter. Donc on assiste à ce basculement, comme j'évoquais aussi, qui risque d'avoir une propagation en Irak. Donc c'est tout l'environnement iranien qui est remis en question, toute la politique extérieure de l'Iran bâtie depuis 45 ans qui s'écroule. Et quid de la situation intérieure, voyez-vous? Donc on voit les deux minots s'abattre les uns après les autres. Vous parliez d'Irak, ces images, ça rappelle un peu les statues déboulonnées qu'on a vues tout à l'heure, 2003, Saddam. En Irak, Saddam Hussein, les statues de Saddam Hussein qui avaient été également déboulonnées. Tout à fait, et donc dans une joie collective. Et là, on retrouve, comme je l'avais signalé au début de l'émission, cette unité. Alors, est-elle de façade de la part de HTS? Est-elle politiquement vraiment assumée et elle va se poursuivre? Point d'interrogation dont on va découvrir la réponse dans les prochaines heures. Et puis la grande différence, c'est que autour des statues, vous aviez des uniformes américains. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi la grande différence. Mais là, donc il n'y a pas. C'est une différence positive. Il n'y a pas d'intervention étrangère. Il n'y a plus d'intervention étrangère. Il y avait les Libanais du Hezbollah. Il faut savoir que quand l'Iran s'est impliqué, elle a fait venir pratiquement 30 000 Afghans en Syrie. Il y en a 2000 qui sont morts, il y en a 9000 qui ont été blessés. Donc il y avait cette volonté de réunir toutes les minorités chiites au service de la survie du régime alaouite chiite
de Syrie. Alors, Les pays du Golfe avaient exactement la même préoccupation du temps du régime de Bachar el-Assad. Il y a maintenant 2 ans, il y avait des négociations, des reconnaissances diplomatiques à nouveau, des visites du prince des Émirats arabes unis et aussi d'autres pays de la région pour apporter de l'argent, des ressources à la Syrie de Bachar el-Assad pour éviter que le pays parte à volo. Donc maintenant qu'il est parti, il y a ce même souci sur le chaos. Donc il y a cette contribution que les États de la région ne manqueront pas de verser. Alors le régime... Poussé Bachar el-Assad à réprimer de telle façon son peuple, selon vous, Gérard Vattière? Regardez l'histoire. Le régime syrien est né de la structure soviétique du pouvoir. Vous retrouvez le parti politique unique, vous retrouvez le poids de l'armée, vous retrouvez le poids des services secrets, vous retrouvez la nationalisation des ressources, vous retrouvez la structure politique autour d'un clan. Donc vous avez cette structure qui vient donc de Moscou, qui a été complètement appliquée en Syrie. Et si vous tournez un petit peu le regard un peu plus à l'ouest de la Méditerranée, vous retrouvez cette même empreinte, je vais oser le dire, en Algérie. Vous avez eu, et le parti qui était après d'opposition est né du parti principal, donc vous avez cette même structure politique et ce même étouffement du pays. Vous venez d'avoir le Irak en Algérie, ça vient de quelque chose. On n'est pas passé à l'acte violent, c'est une décision, mais vous avez ce même besoin de respiration populaire démocratique. Et donc, à un moment, eh bien, voilà, le couvercle saute.